Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition. Le chef de l'État a reçu ce matin le président du Parlement panafricain. Et concernant la Syrie, les Nations Unies accusent le régime de Damas d'avoir utilisé des armes chimiques dans la Ghouta orientale. Bonsoir à tous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin le président du Parlement panafricain, M. Roger Dong, qui a entrepris une visite de 3 jours de travail dans notre pays. M. Dong a été introduit auprès du chef de l'État par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, lequel était également accompagné de Mme Sofia Elmi, qui occupe également le poste de deuxième vice-présidente du Parlement panafricain. L'entrevue s'est également déroulée en présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badon. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des contacts et échanges entre la République de Djibouti et les principales institutions de l'Union africaine. Elle vise également à accroître leur niveau de concertation et de collaboration. L'accent en outre été mis sur la ratification du protocole de Malabo, convention visant à renforcer les prérogatives et les champs de compétences du Parlement panafricain. Ce protocole de Malabo est censé donner au Parlement panafricain plus de prérogatives au lieu d'être qu'une simple instance consultative. Également donc le président du Parlement panafricain, Roger Dong, a remercié le chef de l'État pour cette audience et de l'attention qu'il porte à l'instance panafricaine. Nous l'écoutons. À Djibouti aujourd'hui, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu me recevoir. Nous avons évoqué la situation en Afrique de manière générale, la situation de paix à Djibouti. J'ai transmis les félicitations du Parlement panafricain au Président de la République pour l'organisation parfaite des élections législatives, mais aussi pour le développement dont le pays connaît. Je suis venu ici parler de la ratification du protocole de Malabo, qui donne le pouvoir législatif au Parlement panafricain. Et le président de la République, en bon panafricaniste, a dit qu'il va soutenir cette procédure de ratification. Le Parlement panafricain va aller aux élections. Nous avons sollicité le soutien de Djibouti, un soutien qui ne nous a jamais fait défaut. Et je crois que, au regard des entretiens que j'ai eus avec les ministres, avec mon frère, le président de l'Assemblée ici présent, nous allons faire chemin ensemble pour pouvoir non seulement gagner les élections, mais pouvoir apporter un soutien significatif et un apport important dans le cadre du panafricanisme. Donc voilà les sujets qui ont été évoqués, les sujets des problèmes de paix, les problèmes de sécurité, les États-Unis, la marche de l'intégration du panafricanisme. Voilà en bref ce que nous avons parlé avec Son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui je continue à exprimer toute ma profonde gratitude pour sa disponibilité à m'écouter et à me recevoir. Je voudrais aussi profiter pour dire merci à mon frère le Président de l'Assemblée, à travers lui, tout le peuple djiboutien pour l'accueil fraternel dont je suis l'objet et toutes les marques d'attention dont il a bien voulu mettre à ma disposition. Et justement, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a lui aussi apporté son soutien quant à l'adoption du protocole de Malabo. Je vous propose de suivre son intervention. Donc, de mon frère et mon collègue démontre une fois de plus la valeur de la diplomatie parlementaire que nous menons ensemble. Aujourd'hui, il est là à côté d'un pays ami. Il est là aussi pour montrer l'élan que la République de Djibouti a fait dans le cadre du panafricanisme. Il est là aujourd'hui pour booster tout cela et nous le remercions infiniment de la visite qu'elle a effectuée dans notre pays et nous sommes très fiers d'accueillir le président du Parlement panafricain à Djibouti. Et il est venu aussi dans le cadre d'une visite de travail qui concerne aussi le protocole de Malabo. C'est un protocole que les 54 États africains doivent signer, ratifier.
ce n'est pas toujours le cas. Il est en train aussi de sensibiliser d'autres pays. Djibouti a ratifié et nous sommes fiers de cela. Et cette ratification, il faut que ce soit au moins 28 États africains qui ratifient pour que le protocole de Malabo rentre en vigueur. Donc il y a toujours une marge de manœuvre à faire, mais il est bien placé donc, pour sensibiliser les États, pour sensibiliser donc l'ensemble des parlements donc des pays africains, et c'est très important parce que ce protocole permettrait donc au Parlement panafricain de contrôler, si j'ose dire, l'Union africaine. Donc du coup, nous en tant que législateurs, on est là pour appuyer et pour aussi sensibiliser d'autres États qui n'ont pas encore ratifié, et nous sommes fiers aujourd'hui donc d'être un des pays qui a ratifié une fois de plus avant d'autres États africains. Et justement, donc, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a par ailleurs reçu ce matin les médiateurs de plusieurs pays africains. Ces derniers ont été introduits par le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Kosman, des médiateurs et cadres de plusieurs pays africains, dont le Burundi, l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie se sont retrouvés à Djibouti pour un séminaire de réflexion sur leur rôle. Ce séminaire, qui durera 3 jours, a été initié par le médiateur de Djibouti, Dr Kassim Issa Kosman. Les rencontres porteront donc sur le renforcement des prérogatives du médiateur pour mieux défendre les droits des concitoyens ainsi que des migrants économiques, des réfugiés déplacés ou des femmes victimes d'abus sexuels ou de violences. Également dans l'actualité, ouverture d'un atelier de formation à l'INAP. Dans le cadre de la réforme de l'administration, le ministère du Travail chargé de la réforme a lancé donc un atelier de formation en information au profit des employés arabophones. Cet atelier est organisé par l'INAB et doit durer 5 jours. Cette cérémonie de lancement de l'atelier a été présidée par le secrétaire exécutif du département du travail, M. Mohamed Awale, le directeur de l'INAB, M. Sharmak Idriss, des membres du Haut Conseil islamique qui ont également pris part. Nous aider, qui veut aider la réforme, qui veut soutenir la volonté des arabophones qui veulent être formés. La formation est une action vraiment nécessaire, parce qu'on ne peut pas simplement se focaliser sur une partie. Même s'ils sont nombreux de l'administration, on est à peu près 17 000 fonctionnaires, agents de l'État, conventionnés et fonctionnaires. À peu près, les arabophones représentent 15%. C'est beaucoup. De plus en plus. Donc, la réforme, c'est l'objectif sur le plan politique, mais l'outil de base de l'INAP également, à travers la formation, elle doit permettre à un peu au moins à ce que cette idée des arabophones francophones soit effacée. Et dans notre dossier de ce 22h, nous parlerons de salubrité publique suite au communiqué informatif de l'enlèvement d'épaves abandonnées sur les voies publiques. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Wale Ousmane, a procédé hier au lancement officiel des opérations d'enlèvement des épaves. Commentaire. Dans le cadre du vaste programme de restructuration et d'embellissement de la ville de Djibouti, mené par la mairie de Djibouti, Madame le maire de la ville, Fatouma Wale Ousmane, a entrepris depuis le 4 mars dernier une opération de déguerpissement et de démolition des installations anarchiques des garages occupant illégalement les voies publiques ou les trottoirs des artères principales. Accompagné du directeur de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, l'élite du peuple s'est rendue sur les lieux de ces opérations de grande envergure dans la capitale, en étroite collaboration avec ses partenaires publics et privés qui se poursuivent dans le centre-ville, pour prélever et évacuer les véhicules abandonnés sur les voies routières. En effet, ce programme s'inscrit dans le cadre du projet Djibouti Ville Propre, visant à rendre notre capitale plus belle, plus rayonnante et qui cible pour une première étape les grandes artères routières. C'est dans cette optique qu'une vingtaine de véhicules abandonnés furent évacués vers le dépotoir de Douda. À bien noter que ces opérations vont durer 10 jours et seront trimestrielles pour éradiquer pour une fois ces épaves de nos voies routières. Depuis quelque temps, nous avons remarqué que de nombreux Djiboutiens qui achètent une nouvelle abandonnent l'ancien.
dans les garages ou sur les voies publiques. Il a félicité la maire de Djibouti qui a initié ces opérations destinées à améliorer l'image de notre capitale. Dans son intervention, le maire de la ville, Mme Fatouma Awali Ousmane, informe ses concitoyens et ses concitoyennes qu'une vue sur ces dépotoirs d'épaves pollue l'environnement, cause des embouteillages dans les voies routières. L'opération de remise à l'ordre des restructurations de notre capitale est une affaire pour nous tous. Dans le cadre de ces opérations d'enlèvement et évacuation des épaves du centre-ville initiées par la mairie de Djibouti, la maire de la ville informe aux habitants de la capitale qu'une cellule technique opératoire est désormais à leur disposition dans tous les jours de la semaine de 8h à 17h. Par conséquent, pour pouvoir débarrasser et évacuer de vos dévotures, entourage ou dans vos quartiers, les véhicules usés et abandonnés, veuillez, prière de bien vouloir contacter la cellule technique de la mairie de Djibouti. Éducation, cette fois, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé aujourd'hui à la remise officielle des matériels et équipements sportifs aux chefs d'établissement des écoles, collèges et lycées de la capitale. Ces matériels sportifs comprenaient notamment des maillots de short, des chaussures de foot, mais aussi des baskets et de handball. Ces premiers lots de matériel seront distribués à plus de 3500 élèves de l'enseignement moyen et secondaire de la capitale. D'autres lots de matériel seront par la suite distribués aux établissements scolaires du reste du pays. Le ministre a également mis l'accent sur les efforts budgétaires consentis pour l'acquisition de ces matériels et équipements avant d'appeler les chefs d'établissement à assister donc les élèves à donc prendre plus grand soin d'utiliser exclusivement donc dans le cadre scolaire. Le MENFOP a précisé par ailleurs que ces activités de la saison sportive scolaire battaient déjà son plein avec de nombreuses compétitions organisées au sein des établissements. À la distribution des équipements sportifs, le ministre vient de nous donner les équipements sportifs. Comme on a déjà assisté au dimanche dernier au lancement des activités sportives au ministère, on avait une réunion sur ça. Donc là maintenant, aujourd'hui, on a les tenues de sport pour les enfants. On est prêt à commencer le sport scolaire. Ça fait partie des objectifs de l'éducation nationale, comme le ministre vient de le dire aussi. Ça motive les enfants et ils travaillent plus avec les sports scolaires. Donc là, nous sommes prêts à commencer les activités. On sera bientôt sur le terrain. Dès vendredi, les enfants en tenue de sport vont jouer. Et moi, en tant que chef d'établissement, je suis la principale du collège de Charles-de-Foucauld. J'espère qu'on va gagner et que le meilleur gagne. Nous parlerons budget décentralisation. Après l'installation hier du bureau des impôts à Lissabié, la délégation du ministère du budget et de la décentralisation s'est rendue ce matin dans la région d'Arta pour l'installation du bureau des centres des impôts à Arta et de la désignation des responsables que sont le chef de centre des impôts et le receveur du trésor. La délégation a été conduite par le secrétaire général du budget et de la décentralisation respectivement M. Simon Mebratou et Mohamed Issé. Elle comprenait également le directeur des impôts Saïd Guélédarar et plusieurs hauts responsables. Une réunion d'information et de sensibilisation sur les missions des responsables administratifs et fiscaux s'est également tenue. Par la suite, la délégation s'est dirigée vers les locaux du centre pour procéder à l'installation officielle du chef du centre des impôts d'Arta en présence du trésorier payeur régional, du préfet d'Arta, donc M. Abdellahi Darar-Oukiye, du président du conseil régional. L'installation du chef de centre des impôts à Arta permettra de lancer officiellement la collecte des impôts locaux. Et justement, après l'installation des différents responsables du budget et de la décentralisation, on réagit suite à la déconcentration des gestions des impôts. Des centres similaires seront installés également dans chaque région de l'intérieur du pays. Nous les écoutons. Un processus de mise en place d'une fiscalité locale se déroule dans notre pays et conformément aux instructions du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et cette année, après avoir transféré un certain nombre de recettes au profit des collectivités locales, le ministre du Budget a mis en place, a créé des centres des impôts dans chaque région. Et nous sommes
dans cette commission conjointe du ministère du Budget et du ministère de la décentralisation, nous sommes en train de procéder à l'installation du nouveau chef des centres des impôts. Hier nous étions à Lissébié, aujourd'hui nous sommes à Arta, dans cette belle région d'Arta où un très beau centre des impôts est mis en place, où des gens compétents, des jeunes compétents sont en place. Ils vont procéder à... Les centres des impôts sont des administrations déconcentrées au service du président du conseil régional qui vont les aider à procéder à l'imposition de l'assiette de l'impôt, et le directeur de la trésorerie régionale d'Arta va lui procéder à encaisser les impôts qui ont été établis. Donc avec le directeur des impôts et le secrétaire général, nous avons précisé le rôle de chacun et nous espérons que ce processus que nous mettons en place depuis 2 ans commence à aboutir et aboutira et réussira, Inch'Allah. Et après les régions du Sud, c'était le tour du Nord d'accueillir les formations qui sont destinées aux chômeurs, organisées par l'ANEFIP en partenariat avec le DECI USAID. Des ateliers de formation sur les compétences de base de l'employabilité et de l'entrepreneuriat sont ouverts, hier matin. Simultanément donc dans la région de Tadjoura et d'Obok, il s'agit de préparer effectivement les jeunes qui sont à la recherche d'emploi pour mieux donc réussir leur accès sur le marché du travail, mais aussi travailler d'une manière indépendante en les sensibilisant à l'esprit entrepreneurial pour qu'ils puissent arriver à créer leur propre entreprise. Autre délégation de 2 agences venues de Djibouti étaient également présents à l'ouverture de cette formation. Les autorités locales de ces régions pour encourager les participants à s'investir pleinement pendant la durée de cette formation. Qui sont à la recherche de l'emploi. Les jeunes, à l'issue de cette formation, vont sortir renforcés et bien préparés face aux exigences du marché du travail. Nous tenons bien entendu à remercier les partenaires qui sont l'ICAD et CDE qui ont contribué financièrement. Nous remercions également les autorités locales, notamment les préfets et les conseillers régionaux des régions, qui ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette formation, cet atelier se déroule dans les bonnes conditions. Et à mon sport, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction des CDC donc a offert hier soir aux jeunes amoureux du ballon rond la possibilité de suivre la Ligue des Champions ensemble et dans une bonne ambiance. En effet, les jeunes furent nombreux à faire le déplacement afin de suivre sur écran géant le match qui a opposé le PSG au Real, un match très attendu qui a tenu tous les spectateurs en haleine. La première mi-temps facilement contenu par les Espagnols, bien organisés. Les joueurs d'Unai Emery ne sont pas parvenus à déstabiliser la défense adverse. Il s'en est donc fallu de peu pour que le Madrid ne prenne pas les devants avant donc la pause, mais un bon a fait donner un peu d'air et d'espoir aux siens, toujours aussi peu inspirés après la reprise, et les Parisiens se sont rapidement exposés au contre malgré toute sa bonne volonté. Le PSG s'est finalement couché sur un score de 2-1 pour le Real Madrid. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse le décès de feu Daher Aden Kochin, survenu hier mardi 6 mars 2018 à l'âge de 82 ans. Kochin était connu pour être parmi les plus bruyants de sa génération, homme engagé pour la lutte pour l'indépendance. Il était parmi les principaux leaders du FLCS. Il était en charge des relations internationales des affaires étrangères pour le Front de Libération, ayant obtenu son bac en 1956 à Alexandrie en Égypte. Il étudie la langue anglaise aux États-Unis avant de parachever son parcours universitaire à l'école de sciences politiques en France. Maîtrisant le français, l'anglais, l'arabe, il a marqué le milieu de la lutte pour l'indépendance par son engagement, son caractère et son intelligence. Il laisse derrière lui 5 enfants et 7 petits-enfants. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Avec nous sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Fred.
Ferdous. Bonsoir à vous. Et avec vous, donc, nous allons parler de ce soir donc, de la Syrie. L'ONU accuse notamment Damas d'avoir utilisé des armes chimiques dans la Ghouta orientale. Qu'en est-il? Effectivement, Ferdous, un rapport de la commission d'enquête de l'ONU démontre que sur les crimes de guerre affirme que le régime syrien a utilisé des armes chimiques dans la Ghouta orientale et que les frappes russes et américaines en Syrie ont tué de nombreux civils en 2017. Les bombardements effectués en Syrie par l'aviation russe et la coalition internationale sous le commandement américain ont fait très nombreuses victimes parmi la population civile en 2017, affirme un rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur les crimes de guerre. Le régime de président Bachar el-Assad est en outre accusé dans ses rapports publiés hier à Genève d'avoir eu recours à des armes chimiques, notamment dans le secteur de la Ghouta orientale en périphérie de l'Est Damas, tenu par les rebelles. Et Rex Tillerson qui entame sa première visite Samatar en Afrique, axée essentiellement sur l'antiterrorisme. Effectivement, Ferdous, le numéro 2 américain, c'est sa première tournée sur le continent. Rex Tillerson s'est envolé hier pour sa première visite en Afrique en tant que chef de la diplomatie américaine. Il est attendu aujourd'hui, demain plutôt en Éthiopie, où aujourd'hui il rencontrera aussi les dirigeants de la Commission de l'Union africaine, mais aussi ensuite à Djibouti où se trouve la seule base militaire américaine de la région. Il va visiter aussi le Kenya, le Tchad et enfin le Nigeria. Jusqu'à ici, l'administration Donald Trump n'a pas manifesté un grand intérêt pour son prédécesseur Barack Obama, père de Kenya, s'était rendu au Ghana après sa prise de fonction. Merci Samatar pour ces précisions, merci à la régie, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.